Donc bonjour à tous. Je m'appelle Serge Effès, je suis psychiatre, psychanalyste et thérapeute familial bon, depuis peut-être 40 ans maintenant et participé, je crois, au début de la thérapie familiale en France avec un certain nombre de camarades. Donc aujourd'hui, autour de ce thème de l'urgence systémique, hein, eh ben, j'ai pensé à ce qu'était mon urgence à l'heure actuelle, puisque le ministère de la Famille m'a proposé d'être président d'une commission sur la parentalité, ce qui m'a paru extraordinaire quand on me l'a proposé. Je me suis dit, waouh, quelle chance! Voilà une belle façon de finir ma carrière. Et en fait, il s'avère que des injonctions paradoxales en permanence, pardon, que j'essaye de décrypter de mon côté. Et donc, je voudrais partager ça avec vous aujourd'hui. Ça m'amène à bien des réflexions sur ce que c'est que la parentalité, au fond, et ce qu'on entend par ce terme de parentalité. Pour dire deux mots de mon histoire actuelle, une charmante ministre de la Famille, Aurore Berger, me prie de la rencontrer pour me proposer cette commission de soutien à la parentalité et donc d'étudier avec une quinzaine d'experts quelles pourraient être des mesures à proposer pour améliorer, soutenir la parentalité. Et au moment où la commission doit se réunir, eh bien, je lis par voie de presse que cette même ministre fait des déclarations extrêmement martiales sur la façon dont elle considère la prise en charge des familles, c'est-à-dire des amendes pour les parents défaillants, entre guillemets, des travaux d'intérêt généraux pour ces mêmes parents défaillants, etc., etc. Donc j'ai eu l'impression qu'on me tendait une chaise, qu'on me retirait au moment où j'allais m'asseoir et que je me retrouvais, pardonnez-moi l'expression, le cul par terre. Bref, je vous passe tous les détails, tous les communiqués de presse, toutes les contre-informations qui ont été données d'un côté et de l'autre. On a quand même décidé, avec les gens qui se réunissent et qui sont tous des gens bien, de maintenir le cap en précisant par un communiqué que nous n'avions rien à voir avec ces mesures-là et que le terme de famille défaillante ne faisait même pas partie de notre vocabulaire et que c'était de bien autre chose sur quoi nous avions essayé de réfléchir et de nous réunir. Entre-temps, comme vous le savez, il y a eu un remaniement ministériel, donc Aurore Berger n'est plus ministre de la Famille, une nouvelle ministre de la Famille a été notée, a été, pardon, mise en place, un nouveau cabinet. Donc, après une phase de flottement pendant laquelle on s'est retrouvé sans aucune tutelle et aucune équipe de soutien, nous espérons pouvoir redémarrer les choses à partir de la semaine prochaine avec un ministère et un directeur de cabinet qui nous paraît beaucoup plus ouvert aux choses qu'on aimerait faire passer. Mais donc, je vais revenir avec vous sur cette notion de parentalité et ce qu'elle sous-tend, parce qu'au fond, on emploie ce terme beaucoup et de plus en plus, sans se rendre compte qu'il relève finalement de deux notions, de deux entités assez opposées l'une à l'autre. Euh, ce terme de parentalité, c'est un néologisme qui est apparu assez récemment, en fait, en France, surtout dans les années 90 à peu près, et qu'il recouvre à la fois la parenté biologique et sociale, c'est-à-dire la parenté, qui sont les parents de tel et tel enfant, qui sont les parents légaux de tel et tel enfant, donc qui ont établi une filiation avec cet enfant, et en même temps de ce qui relève du lien parent-enfant, c'est-à-dire ça relève à la fois du formel et de l'informel. Et que ce terme, il est apparu en même temps que les dispositifs d'accompagnement et de soutien à destination des parents dans leur rôle éducatif. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de parentalité quand il y a eu cette idée que c'était à l'action publique d'intervenir en matière de parentalité au sein de ce qu'on appelle la politique familiale.
quel est l'objectif de cette politique de soutien à la parentalité telle qu'elle est définie depuis son apparition? Alors, dans l'avis du Comité national de soutien à la parentalité du 20 décembre 2012, il est précisé que ces actions de soutien ont pour objet de proposer aux parents les ressources, connaissances et informations nécessaires pour remplir leur rôle. Il s'agit a priori d'un dispositif universel. Cependant, l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, dans son rapport sur le sujet, en 2013, précise qu'il s'agit d'épauler les parents qui élèvent seuls leurs enfants, mais aussi plus largement de soutenir une parentalité confrontée à la raréfaction des transmissions intergénérationnelles et des solidarités de proximité, au chômage, à la précarité, au décrochage scolaire, à un ascenseur social en panne ou encore à Internet et aux réseaux sociaux. Les familles monoparentales et celles confrontées aux difficultés économiques semblent dès lors plus particulièrement ciblées. Donc vous voyez que dans ces mesures, il y a pêle-mêle des mesures qu'on pourrait dire universelles, par exemple la problématique des jeunes confrontés à Internet et aux réseaux sociaux, et des problématiques beaucoup plus ciblées et beaucoup plus sociales en termes de chômage, de précarité et d'ascenseur social. Alors, quelques rappels. En France, historiquement, l'ordre social est basé sur l'ordre familial. La politique familiale est caractérisée par ce qu'on pourrait appeler le familialisme, c'est-à-dire une conception holiste et politique du lien État-famille. L'individu n'existe que comme membre d'une institution, la famille, qui encadre et qui est investie des missions de reproduction, de socialisation et de soins. C'est ce cadre-là, ce rapport entre la famille et l'État, entre la famille et la société, qui, depuis toujours, s'est structuré autour du mariage et de la place qu'occupe et qu'occupait le mariage dans nos sociétés et des notions de parenté qui découlent du mariage. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'individu seul n'existait pas. Il ne pouvait être défini que par ses appartenances et notamment son appartenance familiale. Une femme seule ne pouvait pas exister dans la société. Elle était soit une femme mariée, soit une bonne sœur, soit une prostituée. Un enfant né hors cadre mariage était un enfant bâtard qui n'avait droit à aucun droit. Donc la seule façon de participer à l'organisation sociale était de participer à une organisation familiale et la seule façon d'avoir une place dans l'espace social était de naître à l'intérieur d'une famille. Sachant que le mariage, on pourrait dire le socle même de la famille, et c'est intéressant de voir qu'on est passé comme socle de la famille du mariage à l'enfant, mais ce mariage unique et indéfectible, qui n'avait rien à voir avec un lien amoureux, eh bien, c'est ce mariage qui définissait l'appartenance sociale et qui définissait la parenté, c'est-à-dire que sexualité, fécondation, engendrement, procréation, filiation, tout ça était une seule et même chose sous l'égide de ce mariage. Donc la parentalité n'existait pas en tant que telle, c'est la parenté qui importait avec ces figures extrêmement complémentaires du père de famille et de la mère de famille. La notion de parentalité, elle intervient justement au moment où il y a des mutations dans les structures familiales, c'est-à-dire où la famille se décompose, se recompose, se déstructure, se restructure en suivant l'évolution de la société et l'évolution des mœurs et l'évolution des individus, c'est-à-dire en suivant l'individualisation des individus dans la société. Le fait qu'on arrive à une égalité progressive des hommes et des femmes, qu'on passe de la puissance paternelle de 1804 du Code Napoléon à l'autorité parentale conjointe qui met à égalité les hommes et les femmes et les deux parents à l'intérieur de la famille, et donc que ces nouvelles façons de faire famille vont modifier les rôles de chacun, et notamment les rôles des parents. Et que la parentalité, contrairement à la parenté qui ne définit que un père
et une mère, eh bien, prend en compte les modifications des rôles de chacun à l'intérieur de la famille. Et surtout, laisse la place à d'autres personnes. C'est-à-dire, qui dit parentalité introduit la notion de coparentalité et de pluriparentalité. Cette parentalité, elle est centrée sur le lien parent-enfant. Euh, C'est-à-dire que dans cette notion de parentalité interviennent toutes les personnes qui jouent un rôle parental et dont la légitimité n'est pas fondée sur un statut ou une place juridique, mais sur un rôle affectif et éducatif. On rejoint là la vision finalement des familles qui est souvent celle de l'anthropologie, et notamment dans les sociétés traditionnelles, où un enfant et les parents biologiques de cet enfant ne sont pas isolés dans un environnement social, et c'est là où les notions systémiques vont nous être d'un grand secours, mais que tout un tas d'autres personnes que les parents biologiques interviennent auprès de l'enfant et sont amenés à jouer un rôle éducatif. Donc, les pratiques parentales mettent en lumière les multiples interactions avec des tiers dans les liens parents-enfants. Ces tiers sont bien évidemment dans les recompositions familiales les beaux-parents. Dans les familles homoparentales, ça peut être les personnes qui contribuent à la procréation de cet enfant. Et j'ai envie de vous dire connu ou inconnu, c'est-à-dire que dans la conception que j'ai de la famille, un donneur de gamètes, même s'il est inconnu, fait partie de la constellation familiale et fait partie de ce processus complexe de la parentalité. Autrement dit, quand un enfant a à s'interroger sur ses origines, eh bien, tout ce qui participe à ses origines, tout ce qui participe à sa venue au monde, à sa procréation et à son élevage, pardon pour le mot, et qui sont de multiples personnes autres que ses parents juridiques, que ceux qui ont établi une filiation, participent, à mon sens, à ce processus de parentalité. Or, par exemple, on voit que les mentalités traînent un peu sur ces notions-là, sur ces notions de coparentalité et de pluriparentalité. Si on voit, par exemple, il y a une étude que j'ai regardée et qui est faite auprès des JAF, auprès des juges aux affaires familiales. Euh, eh bien, on voit que dans ces situations, alors je sais bien que c'est complexe hein, et que c'est difficile de prendre en compte toute la réalité, mais enfin, dans les séparations parentales euh, sur lesquelles on statue du sort de l'enfant, eh bien, on voit que seuls les deux parents légaux, peuvent être les deux parents biologiques ou pas, d'ailleurs, si c'est par exemple un enfant qui a été adopté, eh bien que ce sont les deux parents légaux qui sont pris en considération par rapport au devenir de l'enfant. Les beaux-parents, les grands-parents, les nouveaux conjoints, etc., etc., tout ça n'est pas beaucoup pris en compte. Et surtout pour ce qui concerne les mères. Pour les pères, bien souvent, ils mettent en avant leur entourage familial, et notamment leurs parents, ou leurs frères et sœurs, qui pourront être amenés à être des parents auxiliaires, disons, pour l'enfant, comme si justement la maternité gardait cette vision très traditionnelle de ce que doit être la mère de famille dans une famille, tandis que la paternité, elle peut s'exercer à travers des tiers. Donc on voit qu'il y a une difficulté pour le politique et pour le juridique de s'affranchir d'un lien parent-enfant qui n'est pas biologique. Et que ce nouveau concept qui commence à apparaître de parenté quotidienne, tel que Florence Weber, par exemple, l'a développé, eh bien, il a beaucoup de mal à se mettre en place, non pas dans la réalité du vécu des familles, mais dans la réalité juridique qui encadre les familles. Et dans celle des intervenants sociaux, là aussi, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, dans celle des intervenants sociaux qui vont être à même, qui vont avoir à s'occuper et à statuer sur le devenir d'un enfant, c'est-à-dire que leur pratique se base quasiment uniquement sur les deux parents légaux de l'enfant, ou son seul parent légal, s'il n'y a qu'un seul parent légal.
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec l'apparition de ce concept de parentalité, il y a eu il y a eu une bascule. Il y a eu un changement de référentiel, en fait. Encore une fois, ce qui fondait et ce qui était le pivot de la famille et qui était le mariage s'est déplacé puisque le mariage n'occupe plus la place qu'il occupait à l'intérieur de la famille. On n'a pas besoin de se marier pour fonder une famille. Tous les enfants ont les mêmes droits, qu'ils soient nés dans le cadre du mariage ou hors cadre du mariage. Il n'y a plus d'enfants bâtards, etc., etc. Et puis surtout, le mariage, comment dire, on peut fonder famille avec ou sans mariage, que ça ne change rien par rapport au fait qu'on fait famille. Donc la famille aujourd'hui se recentre autour de l'enfant et autour de ce qu'on appelle la responsabilité parentale. La responsabilité parentale qui tend à remplacer la notion d'autorité parentale conjointe telle qu'elle a été telle qu'elle est stipulée dans le Code de la famille de 1970. Moi, je vous dirais que je le regrette un petit peu, que je préfère autorité parentale conjointe à responsabilité parentale, parce que je trouve que la notion d'autorité est quand même quelque chose d'important si justement on la débarrasse de tout le cortège d'autoritarisme qu'on peut y mettre autour et que responsabilité parentale peut paraître trop justement culpabiliser les parents autour du bien-être de l'enfant. En tout cas, euh, toutes les, euh, toutes les mesures qui vont concerner la famille, par exemple la Convention internationale des Nations Unies sur les droits de l'enfant de novembre 89 et qui est ratifiée par la France en 90, se concentrent sur les droits propres centrés sur l'intérêt supérieur de l'enfant pour consacrer le bien-être de l'enfant comme valeur primordiale. Le Conseil de l'Europe énonce quant à lui dans sa recommandation au Conseil des ministres de 2006 relative aux politiques visant à soutenir une parentalité positive, de reconnaître le caractère essentiel des familles et de la fonction parentale, de créer les conditions nécessaires à une parentalité positive qui tienne compte des droits et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors c'est là que les choses deviennent un petit peu plus compliquées, bien évidemment. C'est-à-dire à partir de quoi est-ce qu'on va définir cette parentalité positive? On voit bien tous les débats qui agitent de plus en plus la société. Il y en a eu encore récemment en France autour de ce qu'était la parentalité positive, justement. Est-ce que la parentalité positive, c'est de, comment dire, d'exercer une certaine autorité sur l'enfant et de lui demander d'aller dans sa chambre quand il fait des bêtises, ou est-ce que la parentalité positive, c'est ne jamais punir, mais toujours expliquer, et toujours expliquer à l'enfant, avec des mots, tout ce qui concerne son éducation. Mais plus globalement, en valorisant l'enfant contre l'adulte, en proposant de se ranger du parti de l'idéologie des droits de l'enfant, eh bien, on a induit qu'on le veuille ou non, une profonde culpabilité parentale et plus généralement une culpabilité adulte autour de l'enfant. Parce que ce bien-être de l'enfant repose sur des éléments qui ne sont pas toujours objectivables et surtout qui vont être très variables selon les références auxquelles les parents vont essayer de se renseigner. Et que dans les situations de séparation ou dans toutes les situations où les juges aux affaires familiales ont à intervenir, sur la dynamique familiale, eh bien, ils se demandent toujours comment ils vont pouvoir jauger les qualités parentales des justifiables et ils ont de plus en plus recours à des expertises et à des expertises de psychiatres à qui il est nommément demandé d'évaluer ces qualités parentales. Donc on surresponsabilise la famille comme le lieu de promotion des individus et du bonheur et donc aussi, en cas d'échec, comme source des problèmes sociaux. C'est exactement dans cette confusion dans laquelle nous avons été au moment de la mise en place de cette commission, c'est-à-dire que finalement, c'est comme si on nous demandait implicitement de renforcer ce que pourrait être la police des familles, c'est-à-dire d'analyser les échecs des parents qui conduisent aux problèmes sociaux.
l'idée de distribuer des, euh, des amendes, des punitions, des travaux d'intérêt généraux aux familles vont exactement dans ce sens-là. L'autre point, avant de terminer, que je ne vais pas prendre trop de temps, c'est sur lequel j'ai envie, enfin on a envie de mettre un focus, c'est la question de l'égalité des sexes, qui est extrêmement paradoxale aussi au jour d'aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on est sur l'autorité parentale ou la responsabilité parentale conjointe, qui met à égalité les hommes et les femmes et les pères et les mères dans la dynamique de la famille, mais c'est pas du tout comme ça que l'ensemble des mesures de soutien à la parentalité sont mises en place. C'est-à-dire qu'elles sont très différenciées pour les pères et pour les mères. On arrive à plus d'égalité autour de la question du congé parental, par exemple, qui est une des premières idées qui vient en tête autour de l'aménagement juridique de la parentalité. Mais on voit qu'il y a un énorme travail à faire dans les entreprises pour que les pères et les mères soient réellement à égalité dans la façon dont ils sont responsables de leur enfant. Il y a un énorme travail à faire auprès de l'institution scolaire, auprès des crèches, etc., pour favoriser beaucoup plus d'implication paternelle qui permet aux mères d'avoir une autonomie sur le plan de leur travail et de leur carrière, etc., etc. Là aussi, il y a beaucoup de points concrets qui serait à mettre en place et Ah qui oui. serait, à mon avis, bénéfique pour l'enfant, parce que je pense que l'enfant a évidemment intérêt à avoir euh, deux parents différenciés qui interagissent avec lui.